Donc, le troisième conférence qui s'intitule « Doit-on encore évaluer la douleur en post-opératoire » par la professeure Hélène Belleuil. Hélène Belleuil est PUPH d'anesthésie-réanimation au CHU de Rennes. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais vous parler de douleur post-opératoire sur un sujet qui est un peu atypique, on va dire, un peu une sorte de petite... c'est plus qu'une évolution, c'est une petite révolution. C'est comment est-ce qu'on va évaluer la douleur et vers quoi on se tourne. Et est-ce qu'il faut encore utiliser les scores de douleur pour lesquels on nous a seriné depuis 25 ans qu'il fallait absolument utiliser les scores de douleur. Je vais vous montrer pourquoi ces scores-là ont des limites. Donc, je n'ai pas de conflit. Alors, la douleur, bon, je remets dans son contexte. Ça, c'est le contrat d'engagement douleur que tout médecin est censé avoir avec un patient. C'est les recommandations du gouvernement et de la HAS. C'est que toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur et que celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée et prise en compte. Ce qui veut donc dire qu'il faut qu'on prévienne, qu'on évalue de façon constante et qu'on prenne en compte la douleur. Et si on va plus dans le détail, vous voyez que donc ça, ce sont des documents qui sont destinés aux patients notamment, et que l'intensité de la douleur est répétée beaucoup de fois dans ce document. Donc l'évaluation et l'intensité sont des mots qui sont répétés constamment et qui nous sont, c'est des injonctions qui nous sont données d'évaluer l'intensité de la douleur. Et pour la HAS, l'échelle recommandée de référence, c'est l'EVA. Alors, l'échelle visuelle analogique, qui est, je vous rappelle, l'échelle qui est de 0 sur 100, alors que très souvent, tout le monde fait la confusion avec l'échelle numérique simple, qui est l'échelle qu'on utilise le plus, l'échelle entre 0 et 10, qui est l'échelle qui est utilisée comme standard, et qu'on appelle par abus de langage EVA, mais qui n'est pas une EVA. L'EVA, c'est de 0 à 100, c'est des millimètres, c'est une échelle. Et l'ENS, l'échelle numérique simple, c'est de 0 à 10. Alors, toutes ces injonctions et ces recommandations qui viennent de la HAS viennent de la définition de ce qu'est la douleur. Alors, ça, c'est la définition de l'IAS. L'IAS, c'est l'Association internationale pour le traitement de la douleur. C'est une expérience émotionnelle désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle. Il y a 4 composantes dans la douleur. Après, je ne vous embête plus trop avec la physiopathologie, mais qui sont importantes à comprendre parce qu'il y a un côté émotionnel dans la douleur qu'on ne peut pas séparer du reste. Donc, il y a la composante discriminative et sensorielle pure qui correspond à la localisation, à l'intensité, au type de la douleur. La composante cognitive qui est le sens que le patient va donner à cette sensation désagréable, et tout le monde ne va pas forcément y donner le même sens. Le comportement qui est associé, est-ce que c'est verbalisé ou pas, cette douleur? Et puis l'émotion à laquelle c'est associé, ça peut être de l'anxiété, de la dépression, etc. Donc la perception de la douleur, elle est quand même propre à chacun d'entre nous et à chaque patient. Et donc, on voit déjà que de toute façon, il va falloir qu'on individualise nos pratiques. C'est ce qu'on fait en thérapeutique analgésique, on individualise. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on individualise dès l'évaluation de la douleur? Donc, je vais vous montrer quelles sont les limites des scores qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit l'EVA ou l'ENS. Il y a d'abord les scores en eux-mêmes qui ont des limites, qui peuvent amener à des analgésies inadaptées. Et les analgésies inadaptées, ça veut dire qu'on va faire probablement trop de médicaments qui auront donc des effets secondaires, des effets indésirables. Et puis, vous montrer comment, c'est surtout de ça que je vais parler, comment les scores, finalement, utiliser un score, ça peut finalement suggérer de la douleur et, entre guillemets, créer de la douleur chez un patient. Alors, les problèmes avec les scores, donc ça, c'est une revue systématique de la littérature qui est récente, qui montre que finalement, la littérature qui montre la validité et la spécificité des scores, en fait, elle est très pauvre, que l'échelle EVA, donc VS, mais EVA VS en anglais, pardon, EVA, c'est celle qui montre le plus haut risque d'erreur. Mais surtout, ce qui est important, ce que j'ai mis en gras, c'est que des changements importants sur une échelle, donc sur l'échelle EVA ou sur l'échelle ENS, par exemple, un patient qui va passer de 6 à 3, c'est significatif. En fait, ce n'est pas toujours corrélé avec des changements cliniques importants pour le patient. Donc, un changement de chiffre qui peut, nous, dans notre tête et dans ce qu'on nous a appris, c'est le patient, c'est bon, il est soulagé. En fait, ce n'est pas forcément corrélé avec la façon dont le patient le ressent.
Donc, le problème des scores, c'est que nous, on va juste se fixer sur un chiffre. On va demander au patient entre 0 et 10, vous êtes à combien? Et puis, s'il nous dit, je suis à 6, il est à 6, on va lui faire 3 mg de morphine parce qu'il y a une titration de morphine qui a été prescrite. Sauf que si on prend l'exemple de la salle de réveil, donc initialement, j'ai refait mes diapos juste avant parce que j'avais une photo et en fait, cette photo ne marchait plus, donc vous n'avez pas la photo. Mais imaginez un patient en salle de réveil. Moi, je travaille en chirurgie digestive. Donc, les patients en salle de réveil, ils ont tout ça. Ils ont une sonde gastrique, ils ont une sonde urinaire, ils ont des voies veineuses. Il y a le scope, la pression artérielle qui prend toutes les 5 minutes. Il y a le bruit, le froid, l'anxiété, l'agitation. Ils sont âgés et on leur a généralement enlevé leurs lunettes et leurs prothèses auditives. Donc, tout ça, c'est des facteurs d'inconfort qu'on peut imaginer comme majeurs. Et ça ne marche plus. Et les scores, ils n'englobent pas les inconforts. C'est-à-dire que le patient, on va pas, ils ne seront pas soulagés par les antalgiques. Le patient, on ne va pas aller lui demander s'il est confortable ou pas. On va simplement lui dire, entre 0 et 10, vous êtes douloureux, vous êtes à combien? Il va dire 6. Donc, on va lui faire de la morphine. Alors que, et on va le voir derrière, ce n'est peut-être pas forcément la solution. Et donc, on va faire de la morphine. Et la morphine, je ne vais pas vous l'apprendre, mais si on en fait, et surtout si on en fait alors qu'on n'aurait pas forcément eu besoin d'en faire, on va avoir des effets secondaires que vous connaissez tous. En premier, les nausées, vomissements, mais aussi l'iléus et la constipation, la somnolence, la dépression respiratoire. Et puis, pour ce qui est des morphiniques, eh bien, on peut arriver à, quand on fait trop de morphiniques, au modèle américain et une épidémie et la crise des opiacés que les Américains connaissent, à savoir que la mortalité qu'ils ont due aux opiacés, c'est en grande partie dû à des opiacés qui ont été initialement au départ prescrits. Ce n'est pas des opiacés achetés au coin de la rue, c'est des opiacés qui à un moment ont été prescrits à des patients, et donc notamment dans le post-opératoire, et que derrière les patients ont une utilisation abusive de ces opiacés qui étaient probablement prescrits à tort. Et donc les Américains se sont interrogés quand même sur leur pratique, parce que c'est quand même le pays du monde qui concentre le problème sur cette crise qui existe dans d'autres pays, mais qui est quand même moindre. Si on regarde, là, c'est une étude qui a regardé le lien entre les scores, le HCAHPS, c'est leur accréditation, donc c'est des critères de qualité, c'est l'accréditation des hôpitaux, c'est les équivalents des critères IPAX, et ils ont regardé s'ils avaient des bons scores HCAHPS, est-ce que c'était corrélé à la quantité de morphine qui était prescrite par un patient, puisque la prise en charge de la douleur fait partie des critères de qualité. Donc là, les hôpitaux sont classés par consommation de morphine. Alors, les chiffres qu'il y a ici, vous voyez, 356, ces chiffres-là, c'est des équivalents morphine, c'est des équivalents de morphine orale. Donc, c'est des chiffres qui sont très élevés, mais c'est les États-Unis, donc ce n'est pas la peine de regarder les chiffres. Ce qui montre, c'est que les scores HCAHPS, vous voyez, ils sont complètement indifférents, quelles que soient les quantités de morphine qui sont données. Donc, qu'il n'y avait aucun lien entre la satisfaction des patients et la quantité d'opiacés prescrits, et qu'il y avait probablement un gros potentiel pour réduire la prescription d'opiacés. Et donc, dans cet article, il se posait la question de se dire, dans un contexte américain, est-ce que finalement, on ne prescrit pas des opiacés juste pour faire plaisir aux patients? Alors, sur les scores de douleur, un des plus gros problèmes, et là, je vais vous montrer la littérature qui émerge sur le sujet qui est particulièrement intéressante, c'est quand on fait un score de douleur, on va employer un certain nombre de mots qui vont suggérer de la douleur. Donc là, si vous êtes face à un patient en salle de réveil qui ne vous a rien demandé, et vous venez le voir, parce que vous êtes soignant, infirmier ou médecin, vous venez le voir puisque c'est ce que vous devez faire, vous allez lui demander, est-ce que vous avez mal? Vous allez dire mal. Ensuite, vous allez dire entre 0 et 10, votre douleur est à combien? Ou est-ce que ça fait mal? Est-ce que simplement en disant ça, on ne suggère pas de la douleur? Je vais vous montrer qu'il y a de la littérature pour dire que oui. Donc, une première étude, vous voyez, c'est de la littérature vraiment récente. Hein, ça, c'est une des premières études, ça date de 2011 en Australie, sur des patientes opérées de césarienne. Et ils ont comparé deux groupes avec une communication négative et une communication positive. Et ils ont regardé la douleur derrière. Et vous voyez que les patientes chez qui on a une communication positive, alors je vous expliquerai un peu ce que c'est après, négative et positive. Communication positive, les patientes avec qui on a eu cette communication-là reportent moins de douleur que les patientes à qui on a une communication négative. De la même manière, ça c'est une étude qui date de 2010, c'était pendant des anesthésies locales, donc au moment de l'injection de l'anesthésie locale pour faire une anesthésie locale cutanée, on avait une communication qui était soit dite placebo, c'est-à-dire une communication neutre, on essayait d'être la plus neutre possible, soit une communication dite nocebo,
Alors, une communication nocebo, ça va être de dire « Attention, je vous pique, ça va faire mal, j'y vais, ça pique ». Eh bien, les scores de douleur des patients, vous voyez qu'ils sont nettement plus élevés quand on a fait la technique nocebo. Donc, la conclusion de cette étude, et qui est la suite de cet exposé, c'est que finalement, les mots qu'on utilise peuvent participer à la douleur. Et c'est classique, hein, je vous mets ce petit comics là, mais c'est classique quand même, ça fait pas si longtemps qu'on a arrêté de dire vous me dites si je vous fais mal, attention, je vous pique. Alors, on a de la littérature et même des IRM fonctionnels pour quand même un peu documenter tout ça. Donc ça, si vous avez, vous voyez en haut, ce sont des patients qui ont une haute intensité de douleur attendue. Et en bas, c'est des patients qui ont une basse intensité de douleur. Quand on a une haute intensité de douleur, on s'attend à un niveau de douleur important, on va allumer des centres de la douleur en IRM fonctionnel. Ce qui veut dire que quand on a un stimulus nociceptif, effectivement, ça va entraîner une douleur, c'est assez logique. Mais ça, c'est renforcé par des suggestions nocebo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le diminuer par des suggestions positives. Ça dépend quel est l'attendu du patient, c'est ce qu'on voit ici sur les IRM. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que les scores de douleur, tels qu'on les utilise aujourd'hui, qui utilisent le mot douleur, est-ce qu'ils ne créeraient pas de la douleur, en fait? Alors, cette étude, je vais vous la détailler un peu parce qu'elle est vraiment intéressante. C'est l'importance vraiment de la communication. C'est des sujets sains à qui on fait un stimulus douloureux, c'est une électrode thermique. Et on leur administre du rémifentanil avec le médecin qui a 3 attitudes différentes. Donc, l'administrateur du médicament, il a une attitude soit neutre, donc c'est cette tête-là, soit une attitude positive avec des mots positifs, soit une attitude négative. Et puis, il faisait des IRM fonctionnels et il regardait l'efficacité des opiacés sur le stimulus douloureux. Donc, en noir, c'est les sujets sains qui reçoivent des opiacés. Donc, quand l'attitude est neutre, donc il n'y a pas d'expectation de la part du patient, eh bien, ça n'allume pas grand-chose au niveau cérébral et vous avez quand même un petit effet des opiacés sur la douleur. Quand vous avez une attitude extrêmement positive, un renforcement positif du médecin, vous allumez un certain nombre de circuits en IRM fonctionnel et vous avez un effet majoré des opiacés. Les opiacés sont plus efficaces. Et puis, quand le médecin a une attitude négative, du genre « ouais, bof, vous savez, ça ne marche pas très bien ce truc-là, mais bon, on va essayer », ça ne marche pas en fait. Les opiacés n'ont pas d'effet analgésique, alors qu'ils en avaient un si on avait simplement eu une attitude neutre. Donc, c'est d'où l'importance de la communication. Donc, à la suite de toute cette littérature, on a construit une étude qui a eu lieu, qui a été publiée en 2020, qui se basait sur ces principes-là. Donc, c'était une étude multicentrique randomisée en double aveugle qui comparait 3 attitudes verbales. C'était très simple comme étude. C'était la pose d'une voie veineuse périphérique. Avec ces 3 attitudes-là. Donc, l'attitude qu'on appelait neutre ou placebo, qui consistait simplement à décrire les choses de façon la plus neutre possible. Je place un élastique qui va faire apparaître les veines, je désinfecte, je mets la perfusion en place. L'attitude nocebo, c'était je mets un garrot, ça serre fort, c'est froid, attention, je vais piquer, 1, 2, 3, je pique. Et l'attitude qu'on a appelée hypnose, même si ce n'est pas vraiment de l'hypnose, consistait à poser des questions plutôt positives. Comment êtes venu à l'hôpital? Vous venu à l'hôpital? Combien de temps avez-vous mis pour venir? Et derrière, une petite technique de confusion, parce que la technique de confusion, ça marche toujours très bien. C'est pour ça que c'est un petit peu de l'hypnose. Votre vélo va-t-il toujours à la piscine? Vous posez cette question-là, le temps que le patient vous regarde bizarrement et dise « mais qu'est-ce qu'il me dit ?» Vous avez posé la perfusion et il ne s'en est pas rendu compte. Et les résultats de cette étude, donc ça, c'est les résultats sur la douleur, mais on a trouvé les mêmes résultats sur l'anxiété. Eh bien, vous voyez que les patients qui avaient le groupe hypnose avaient des niveaux de douleur qui étaient bien moindres juste à la pose de la perfusion que par rapport aux 2 autres groupes. Et ça a été retrouvé dans d'autres études. Donc ça, c'était toujours l'équipe australienne qui a pas mal travaillé sur ça. C'était toujours sur des césariennes. Et ils ont comparé donc, une échelle de douleur standard verbale, donc numérique verbale, et une échelle de confort après césarienne. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que les patientes avaient besoin de moins d'analgésie si on utilisait une échelle de confort plutôt qu'utiliser une échelle numérique simple, on emploie le mot douleur. Alors, comment on va le mettre en pratique? Donc là, je vais vous montrer un algorithme qu'on utilise et où je cite un des auteurs, c'est le docteur Nicolas Fusco qui travaille à Rennes, parce que c'est beaucoup de ses travaux, tout ça.
Donc, comment on va faire en pratique quand on est face à un patient? Alors, je vais vous montrer l'algorithme qu'on a mis en place. Donc, d'abord, on va poser des questions qui vont plutôt être des questions ouvertes. Comment vous sentez-vous? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et on va aussi évidemment regarder le faciès du patient. Si la douleur est évidente, on va aller vers une EN douleur. Si la douleur n'est pas évidente, on va aller plutôt vers du confort. Alors, pourquoi poser une question ouverte? Parce que ça permet au patient de chercher en lui un peu les ressources qu'il a et nous, ça nous permet de comprendre quel est le problème. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, j'ai froid. Oui, c'est la sonde gastrique qui me gêne. Oui, j'ai envie de vomir. Et donc, c'est des problèmes auxquels on peut répondre, trouver des solutions qui n'impliquent pas forcément de faire 3 mg de morphine, notamment en salle de réveil. Donc, première situation, le patient, il a cette tête-là, il vous dit « j'ai très, très, très mal spontanément ». Évidemment qu'il faut reconnaître la douleur et qu'il faut la traiter, faire une échelle de 0 à 10. Combien vous évaluez votre douleur? On fait ce qu'on a à faire, on fait le traitement, morphine ou ce que vous voulez, et on revient. Et maintenant, vous allez mieux? Oui, non. Non, on continue sur ce qu'on a l'habitude, on refait l'échelle de douleur. Oui, mais on va passer sur le côté confort. Le côté confort, c'est maintenant, on va demander au patient d'évaluer son confort avec une échelle de confort. Et là, on pourra gérer le problème s'il y a un problème de confort. Mais en tout cas, dès qu'on a compris qu'il s'agissait d'une douleur, c'est plus la peine d'utiliser ce mot-là. Et on gère le problème et ensuite, on n'utilise plus ce mot-là. Et donc, on se retrouve ensuite dans la colonne d'après. Ça va? Oui, ça va. On peut lui demander sur l'échelle de confort où se trouve le patient, quelle est la source de son inconfort s'il y en a un, et régler le problème. Donc, sur ces considérations-là, en fait, il ne faut pas créer de douleur. C'est-à-dire que si vous avez un patient, vous allez voir, qui spontanément n'exprime pas une douleur, de par son faciès ou de par la verbalisation, je ne vous dis pas « j'ai mal », si on va vers lui et que d'emblée on lui demande « est-ce que vous avez mal ?», on va suggérer de la douleur. Et donc, la question qu'il va falloir poser, c'est plutôt une question ouverte de « comment vous sentez-vous ? Comment ça va ?» Et peut-être qu'il exprimera une douleur et qu'on reviendra dans notre algorithme. Donc, fort de ces constatations, on a construit l'étude que je vous montre là, qui est l'étude de confort qui vient de se finaliser, qui compare une échelle de confort et une échelle numérique de la douleur en salle de surveillance post-interventionnelle. Et l'objectif principal, notre hypothèse, c'est qu'il y avait une réduction de la consommation d'opiacés en salle de réveil. Et malheureusement, je n'ai pas les résultats, puisque les statisticiens n'ont pas fini, donc je n'ai pas les résultats. Mais l'hypothèse, c'était qu'on réduisait les consommations d'opiacés en salle de réveil simplement en utilisant une échelle de confort. Voilà, donc en conclusion, la conclusion, c'est que quand la douleur n'est pas exprimée spontanément par les patients, il ne faut pas suggérer de la douleur, et donc il faut plutôt essayer d'évaluer du confort que d'évaluer de la douleur. Et pour cela, c'est vrai que c'est nécessaire de former des soignants à la communication thérapeutique. C'est ce qui se fait de plus en plus. Il faut former tout le monde. Il ne faut pas former que les médecins, il faut former les paramédicaux, les aides-soignants, les infirmiers. C'est extrêmement important parce que tous les acteurs qui vont rentrer en communication avec le patient vont pouvoir jouer un rôle, voire des fois, vous avez construit quelque chose d'intéressant en relation avec le patient, et là, il y a le brancardier qui arrive et qui dit « ça va, vous avez pas mal », et ça déconstruit tout ce que vous venez de construire en une demi-heure. Donc, il faut vraiment que tout le monde soit formé et que tout le monde aille dans le même sens pour essayer de plutôt suggérer du confort. Je vous remercie. Merci. C'est à la fois une excellente communication scientifique, mais aussi pourrait servir à un travail de thèse de psychologie appliquée, à la fois aux soignants et également aux patients. C'est une vision très intéressante qui est au cœur de votre métier, la douleur, bien évidemment. Alors, ça trouve une implication. Alors, il y a beaucoup de questions qui me viennent, et puis je ne voudrais pas être le premier à en poser. Il y a la question qu'on évoquait tout à l'heure d'hospitalisation courte. Alors là, vous avez parlé essentiellement du post-opératoire immédiat. Il y a aussi l'anxiété du patient. L'anxiété joue un rôle dans la douleur, vous l'avez rappelé, du patient qui va sortir très tôt, soit le soir même, la crainte de se retrouver seul, pas seul parce que sinon on est hors cadre, mais à la maison, voire même dans les 2-3 jours post-op. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un commentaire particulier sur cette situation de la sortie précoce, on va dire, sur ces jours courts?
En fait, c'est compliqué parce que je sais que dans ma structure, on fonctionne avec des textos qu'on envoie aux patients en ambulatoire. Ils reçoivent un texto le lendemain. Ouais. Le texto étant un texto, on ne peut pas y mettre ce que je viens de vous expliquer et donc on leur demande des chiffres. Et donc on leur demande, est-ce que vous avez eu mal? C'est écrit sur le texto. Voilà. Votre douleur dans les 24 Comment vous dernières heures. sentez-vous? Et ils nous répondent par un chiffre. Et donc là, on n'est pas du tout dans ce que je viens de vous expliquer. D'accord. Non, mais c'est compliqué. Ouais, cette question, c'est compliqué. Il doit y avoir des études pour le moment là-dessus sur Pour le moment, il n'y a la pas grand-chose. douleur. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Mais D'accord. effectivement, en envoyant ce texto le lendemain, qu'est-ce qu'on suggère aux patients? Déjà, le patient se sent suivi. Ce qui est Oui, pour le moment, certes, il est suivi, mais oui. Oui, Au final. en trouvant aussi de manière très intéressante cette approche, je pense que quelle que soit la manière de juger, c'est quand même la consommation de morphinique. Il faut qu'à la fin, il y ait une satisfaction globale ou non du patient. Vous ne pouvez pas comparer les deux échelles si vous n'avez pas à la fin le fait de la satisfaction globale, un autre test qui permet à la fin de valider. Il peut très bien avoir été inconfortable, plus inconfortable, etc., selon une méthode, selon l'autre. Voilà, je veux dire, à la fin, il faut C'était dans l'étude américaine, la satisfaction. en fait, oui, mais il faut absolument, à la fin, juger de la satisfaction globale du patient. Je ne l'ai pas vu passer comme test comparatif parce que, alors, je n'ai pas fait attention, j'ai essayé de suivre, mais c'était dans l'étude américaine. oui, c'était dans l'étude américaine, mais globalement, le problème de la satisfaction du patient, c'est que ce n'est pas toujours un bon critère, pour la bonne et simple raison que il y a plein d'études qui montrent qu'il y a des patients qui sont passés par des situations les plus catastrophiques et qui, à la fin, sortent super satisfaits, et d'autres qui ont eu une hospitalisation qui s'est passée de façon parfaite et qui ne sont pas satisfaits. Le meilleur exemple étant l'étude qu'on cite tout le temps, qui a au moins 40 ans, de femmes, savoir si elles étaient satisfaites d'avoir eu une péridurale ou pas. Et finalement, celles qui étaient les plus satisfaites, c'est celles qui avaient eu une fenêtre dans leur chambre, elles avaient vu dehors, ce n'est pas celles qui avaient eu la péridurale. Donc, le score global de satisfaction, il est compliqué parce qu'il y a trop de choses qui rentrent en compte. Je croyais que c'était effacé. Peut-être qu'on ne le prend pas, mais je veux dire, si on in fine, le résultat, c'est la consommation de morphine. Je veux dire, moi, je ne vois pas. Non, ça dépend de comment elle a été construite, prescrite. Non, parce que le problème, c'est que. Non, je ne suis pas d'accord. Bon. On est dans une probable. L'idée là, c'est d'essayer d'éviter d'avoir des prescriptions de morphine qui ne sont pas justifiées. On comprend, tout à fait. Enfin, pas des prescriptions, des administrations, excusez-moi. Des administrations de morphine qui ne sont pas justifiées. Et probablement que ça a lieu, et si vous êtes attentif dans une salle de réveil à un jour donné, ça a lieu. C'est-à-dire qu'il y a des situations, le meilleur exemple étant le globe urinaire, très bon exemple, des situations qui peuvent être réglées sans faire de la morphine. Vous touchez un point absolument essentiel, parce que quand on a commencé l'ambulatoire, on s'est beaucoup occupé des EVA. Bon. Puis en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du 100%, loin de là. Bon. Après, moi, je fais de la chirurgie bariatrique, donc on a des séjours courts contre les ambulatoires. Moi, j'étais très frappé. Alors, à l'époque, on avait des équipes infirmières stables. Selon que le patient était au 2e étage ou au 1er, le VA moyen était différent. Donc, là aussi, il y a l'impact du soignant. Et donc, pareil, les infiltrations, les orifices de trocar. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux infiltrations des orifices de trocar après cure de hernie céliaux ou cure de vésicules céliaux. Est-ce qu'il faut infiltrer, pas infiltrer? Et on n'arrive pas à avoir des conclusions claires. Est-ce qu'on infiltre au début, combien on infiltre, où est-ce qu'on infiltre, etc. Et sans compter, justement, l'évaluation de l'acteur. Je crois que vous pointez un élément très important et qu'on raisonne probablement dans beaucoup de domaines sur des bases fausses à cause de ces deux VA dans les études contrôlées. Moi, j'ajouterais volontiers un point. Je crois que tu as très bien dit que dans la douleur, il y avait une modulation émotionnelle. Et quand on a une suggestion positive, on joue sur la modulation émotionnelle et on joue de façon positive. Et c'est pour ça, finalement, qu'on obtient une perception différente et qu'éventuellement, on diminue l'administration de morphine. Ce n'est pas tellement la quantité de morphine qui est importante, c'est les effets secondaires potentiels générés. Parce que pourquoi on cherche à diminuer la morphine? Parce que si ce n'est pas utile de la donner, d'un autre côté, ça génère des effets secondaires.
Donc, c'est vraiment très important, cette approche. En fait, c'est l'approche de l'hypnose conversationnelle. Et en pédiatrie, on l'utilise beaucoup, beaucoup, parce que effectivement, les enfants sont très suggestibles. Donc, il suffit de leur raconter une histoire positive. Et ce qui est important, comme tu l'as dit, c'est la valeur des mots, et notamment mal. Par exemple, il suffit de dire « t'inquiète pas, tu n'auras pas mal », c'est fichu. C'est fichu. Oui, Voilà. c'est fichu parce qu'en fait, Parce qu'on a prononcé le mot mal et ils n'entendent que ça. Les enfants sont très suggestibles, mais en fait, alors si on va un peu plus loin, dans les considérations hypnotiques, un patient qui va se faire opérer ou qui vient de se faire opérer, il est dans une situation qui, en termes d'hypnose, ça s'appelle une transe négative. C'est-à-dire qu'il est dans une transe négative parce que c'est l'anxiété du parcours, parce qu'il a été opéré, il a eu une anesthésie, on est en pré-op, on est en post-op. Et quand on est dans cet état-là, il ne va entendre que les mots négatifs. C'est-à-dire, il ne va pas entendre vos négations. Si vous allez lui dire « ça ne fera pas mal », il ne va pas entendre « pas mal », il va entendre « mal ». Oui, bien sûr. D'où l'intérêt d'utiliser des mots qui soient que des mots positifs et ne pas utiliser ces mots-là. Le pire, c'est que ça marche aussi dans le management. Bien sûr. Bah oui, quand on arrive le matin avec le sourire et qu'on dit « tout va bien », ça paraît idiot, mais c'est quand même d'où la modulation émotionnelle générale. D'un point de vue méthodologique sur les tests, c'est intéressant. C'est que finalement, vous avez remis en question le positionnement des tests, mais dans la construction même des tests, en principe, tout ça devrait être gommé. Ce d'autant que pour qu'un test soit validé, il faut qu'il soit, par définition, retesté. Et on a l'impression que là, finalement, la force psychologique va au-delà de cette précaution qui, normalement, est prise avant de valider un test. Oui, bah oui, mais vous avez raison, oui. En fait, c'est un historique, hein, tout ça. Il faut reprendre un historique et l'évolution des choses, elle est assez logique. C'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, quand on faisait des audits de la douleur, on se rendait compte que les patients, ils étaient douloureux. On avait peur de la morphine, on n'en faisait pas assez. Le message, il a donc été de dire évaluer, et sur les évaluations, faites de la morphine parce que vos patients sont douloureux, ce qui est logique. Hein. Oui, non. Et donc, on a évalué et on a fait beaucoup plus de morphine, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose puisqu'on partait de patients douloureux. Mais là, on arrive au bout de cette histoire-là qui est qu'on en arrive à faire probablement trop de morphine, ou en tout cas de la morphine inadaptée dans certaines situations. Avec les effets secondaires. Avec les effets secondaires derrière. Merci beaucoup. Une suggestion, une question. C'est un sujet qui pourrait être traité, vous savez, dans le cadre de la fondation de l'Académie de chirurgie. Il y a les mardis tous les mois d'information pour le grand public, chirurgie, contexte. Et je crois que c'est un sujet qui intéresserait beaucoup à la fois les collègues, mais également les patients, le grand public. La douleur, donc ça pourrait être un beau thème. Et pour rester dans le grand public, il y a un bouquin qui a beaucoup de succès actuellement qui s'appelle Les mots. Pardon? Non, ça aussi, c'est encore les mots qui font mal, je crois, ou les mots qui tuent. Je crois qui tuent, j'ai pas. Oui, je pense que c'est ça. Alors, ça va un peu loin, mais c'est un livre qui est très intéressant. Merci beaucoup. Merci.